Et donc, je vais vous présenter et introduire Maître Nemer Maher de la Cour d'appel de Paris, qui est avocat et spécialisé dans le recours contre tiers dans les affaires de responsabilité professionnelle. Maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers docteurs, monsieur l'expert, monsieur les professeurs, vous me faites beaucoup d'honneur de m'inviter, de me convier. Et ça fait une collaboration depuis une dizaine d'années que je connais monsieur l'expert, monsieur le docteur Mercier. Je suis l'avocat habituel des caisses primaires d'assurance maladie. Donc, dans un procès d'indemnisation ou de recherche de responsabilité d'un médecin, il y a deux parties. La première partie, c'est la victime qui a réclamé l'indemnisation. De l'autre côté, il y a le médecin à qui on recherche la responsabilité. Et bien sûr, et derrière le médecin, il y a son assureur. Et la caisse primaire d'assurance maladie, elle se trouve au milieu. Donc, la caisse, elle va exercer ce qu'on appelle un recours subrogatoire, parce qu'avant l'intervention de l'assureur de médecin, il y a des prestations qui sont servies, c'est-à-dire une prise en charge, c'est-à-dire tout ce qui est ambulatoire, tout ce qui est hospitalisation, tout ce qui est rééducation ou même le paiement des prothèses. Donc, c'est l'organisme social, c'est notre assurance nationale, c'est la caisse primaire d'assurance maladie, c'est le premier assureur de la nation. On dit la caisse primaire d'assurance maladie, mais également c'est une fonction d'assureur. C'est l'assureur de la nation. Branché ou la CHAM, c'est les assureurs des médecins ou des établissements hospitaliers ou des cliniques. Et donc, la caisse primaire d'assurance maladie, c'est l'assureur de toute la nation, y compris les médecins. Donc, puisque l'organisme social, il verse des prestations sur le fondement de l'article L376, alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale, s'il s'agit de ce qu'on appelle un accident assurance maladie ou un accident de travail, L454-1. Comment il intervient l'organisme social? La loi, elle fait obligation à toute victime qui recherche la responsabilité d'un médecin de la mettre en cause. C'est-à-dire, on informe la caisse primaire d'assurance maladie, voilà, on va engager une procédure contre le docteur Mercier devant le tribunal de grande instance de Paris. Je vous prie de constituer avocat et faire état de vos débours. Si la victime, elle engage la procédure sans mettre en cause l'organisme social, les magistrats sont assez rigoureux sur ce point-là. C'est une question d'ordre public. Il fait injonction à l'avocat de la victime d'assigner la caisse primaire d'assurance maladie. Si la victime ne le fait pas, l'assureur également, il a tout intérêt à le faire, ou parfois à ne pas le faire. Au lieu de payer 200 000 euros, la caisse n'est pas là, elle a versé 25 000 euros, il y a 25 000 euros d'économie. Mais bon. Mais un jugement qui est rendu en l'absence de la caisse primaire d'assurance maladie, il encourt la nullité, c'est une nullité de droit. C'est-à-dire, vous pouvez obtenir un jugement, éventuellement qui a dit qu'il n'y a pas de responsabilité du médecin, mais la caisse elle a versé 500 000 euros, donc j'ai un délai de 2 ans pour saisir le tribunal par une simple requête pour demander la nullité du jugement obtenu. Donc, il est de l'intérêt de toutes les parties que l'organisme social soit présent. J'invite également tous les médecins à qui on recherche la responsabilité éventuelle de s'assurer également que l'organisme social soit présent dans le cadre des expertises. Et là, le cabinet branché qui est assez spécialisé, c'est mon adversaire le plus redoutable, qui a d'excellents avocats, les meilleurs de Paris même. La compagnie d'assurance, elle va s'assurer que l'expert a pris connaissance de l'attestation de créance de la caisse, c'est-à-dire les dépenses de santé, les indemnités journalières, les frais futurs, les rentes, les arrérages échus ou les arrérages à échoir. Parfois, on a des créances de 50 000 à 2 millions d'euros. L'intérêt de la compagnie d'assurance, que cette attestation de créance soit entre les mains de l'expert, c'est tout simplement pour vérifier ce qu'on appelle l'imputabilité. Est-ce que les sommes qui sont réclamées par la caisse primaire d'assurance maladie sont imputables au geste fautif du médecin ou non? Si l'expert ou si la compagnie d'assurance ou son assuré qui est le médecin ne fait pas ce travail, qu'est-ce que je fais en ma qualité d'avocat de la caisse primaire d'assurance maladie? En 2 lignes, et je dis voilà, condamné, alors on va citer ceux qui sont présents, le cabinet branché et son sociétaire a nous versé la somme de 1,5 million d'euros.
Donc, le travail il est collectif. Quelle est la position de l'organisme social à l'égard des médecins? Ça fait presque 17 ans que je suis l'avocat des caisses. La caisse, elle engage rarement une procédure à l'égard d'un médecin fautif. Quand je parle fautif, c'est-à-dire dans l'exercice de son art. Il y a d'autres poursuites, mais ils ne rentrent pas dans le cadre médical s'il y a des fraudes ou des malversations. Ce n'est pas notre cas. Mais par contre, dans l'exercice de la médecine, si la victime n'a pas les moyens, par exemple, d'engager la procédure, si la créance de la caisse elle est assez importante, donc la caisse, elle entame avant tout une démarche amiable, ce que je fais souvent avec le cabinet branché. On dit, voilà, nous supposons que votre sociétaire a commis une faute, engageant sa responsabilité professionnelle. Est-ce qu'il y a possibilité de trouver un terrain d'entente? Est-ce qu'il y a possibilité de mettre une expertise amiable qui sera engagée, une discussion, ce qu'on appelle une discussion médicale, entre le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et entre le médecin conseil de la compagnie d'assurance. Si on arrive à trouver un terrain d'entente, c'est très bien, donc protocole transactionnel et on ferme le dossier. Mais par contre, si la compagnie d'assurance ou le médecin il dit non, il n'y a pas de faute, dans ce cas-là, la caisse elle est obligée, elle cette fois-ci, de prendre l'initiative, d'assigner le médecin conseil, d'assigner le médecin à qui on recherche la responsabilité, d'assigner également la victime. Puisque, avant de dire qu'il y a une responsabilité certaine, nous n'avons pas les moyens de le dire. Éventuellement, le médecin conseil, il peut le dire de la caisse, mais quand même, c'est un professionnel qui est indépendant de la caisse primaire d'assurance maladie. C'est ça, parfois, tout le temps, on retrouve les mêmes critiques de la compagnie AXA, de la CHAM, de l'AMI, de toutes les compagnies d'assurance, de dire non, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, il est soumis aux ordres du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, donc quand il établit son attestation d'imputabilité, il ne le fait pas en toute indépendance. La jurisprudence en la matière, qu'elle soit du Conseil d'État, qu'elle soit de la Cour de cassation, c'est que ce médecin conseil, il exerce son art en toute indépendance et il n'est pas soumis ce qu'on appelle à la règle du supérieur hiérarchique. Il ne reçoit pas d'ordre. Il est médecin comme vous, on lui soumet un dossier, il examine. Mais quand je vais engager la procédure, ce médecin conseil ne me donne pas des éléments. Il me dit non, je suis soumis au secret médical, je ne vous donne pas les éléments pour permettre de prouver éventuellement qu'il y a une faute du professionnel de santé. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je me retourne vers le tribunal pour ordonner une expertise judiciaire. Dans cette expertise judiciaire, on va appeler la victime, le médecin éventuellement fautif et sa compagnie d'assurance. Et après, bien sûr, on revient au processus classique, un échange, une expertise. Et après, si le rapport d'expertise est favorable à ma thèse, bien sûr, je vais continuer ma procédure et j'assigne en ouverture du rapport d'expertise. Si le rapport d'expertise, il dit non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute commise par le professionnel de santé, je dis là, j'informe le client, je dis là, on risque de perdre. Mais on revient sur l'élément d'information et on revient sur cet élément d'information qui a été soulevé. C'est très important. Si on voit tous les jours, parfois il y a des cas qui sont humainement difficiles, que ce soit pour l'avocat, que ce soit pour le médecin, que ce soit surtout pour le magistrat. Qu'est-ce qu'il fait le magistrat? Quand l'expert il dit qu'il n'y a pas de faute avérée, mais quand même il y a une défaillance dans l'obligation d'information. C'est tout simplement, on invite le magistrat à s'accrocher à cette branche qui est fragile, cette branche de l'information. Mais qui va déterminer si cette information elle a été correcte ou non? Ce n'est pas le magistrat, ce n'est pas l'avocat. On est tout le temps prétentieux, nous les avocats, on dit oui, il n'a pas accompli son obligation. Mais non, c'est l'expert qui détermine. Parce que l'expert, c'est quelqu'un, c'est un homme du terrain. C'est quelqu'un qui connaît les pratiques des médecins, qui connaît la pratique de ses confrères. Et c'est tout simplement, il se fait presque une conviction personnelle. Soit il y a des éléments objectifs. Vous avez un croquis à la main, vous avez expliqué à votre patient, on présente de son père, on présente de son épouse, on présente de certains amis avec lui, on dit voilà, on a fait tel croquis, tel jour, à telle heure, on a fait le schéma, comment on va procéder. Ça, c'est un élément objectif, il n'y a pas de problème, il n'est pas critiquable. Mais c'est à l'expert, et ça, on voit tout le temps,
surtout pour certains médecins et surtout leur compagnie d'assurance, à la fin d'une expertise, parfois les expertises c'est 3 heures, 4 heures, tout ça se déroule normalement, on est des gens très corrects, bien élevés, mais quand surtout le médecin il dit voilà il n'y a pas de faute retenue, l'accrochage et l'affrontement, c'est quand l'expert il dit il y a un défaut d'information. Et là donc c'est un débat, c'est un échange parfois qui est vif, parfois il est virulent, et monsieur l'expert il peut en témoigner sur cette notion, est-ce que l'obligation d'information a été accomplie ou non accomplie. Donc, la caisse primaire d'assurance maladie, elle n'est jamais l'adversaire des médecins. Je pense, moi je vais dire, je vais plaider, je vais dire, heureusement qu'il y a la caisse primaire d'assurance maladie, heureusement qu'il y a des compagnies d'assurance. Ce sont les deux piliers qui permettent à la profession de la médecine et à la santé publique de résister et d'être performant par rapport à d'autres pays. Également, si la victime arrive à trouver un terrain d'entente avec le médecin fautif, donc le médecin il dit malheureusement j'ai commis une faute, j'ai fait une déclaration de sinistre, je me rapproche de ma compagnie d'assurance pour pouvoir vous indemniser. La loi l'autorise, mais j'attire l'attention des médecins, vous avez obligation d'informer la caisse par lettre recommandée pour lui dire voilà, je vais transiger avec la victime, faites-nous valoir votre créance. On a des dossiers qu'on a sortis depuis 5 ou 10 ans, il y a des protocoles transactionnels qui sont signés entre les compagnies d'assurance, les médecins et les victimes, mais la caisse n'a pas été informée. Donc, c'est presque la seule hypothèse qui me donne ce droit d'aller à nouveau, soit solliciter la compagnie d'assurance, soit solliciter le médecin directement, et pour lui dire, écoutez, soit on règle, soit on va saisir à nouveau la justice. Donc, il y a tout le temps les 3 parties dans un procès, que ce soit civil, que ce soit administratif, que ce soit pénal. Et là, j'invite également les médecins, parfois, malheureusement, c'est un peu plus compliqué, on se trouve devant le tribunal correctionnel. Parfois, la victime, bon, elle s'occupe uniquement, parfois, c'est une question de vengeance. Et parfois, quand l'information a été mal faite au début, elle a été mal faite à la fin, ce qui conduit parfois à un procès pénal. Donc, il appartient au médecin, à sa compagnie d'assurance, à son avocat également, de venir. Parfois, la victime, elle fait des demandes exorbitantes, sans mettre en cause les caisses primaires d'assurance maladie. Et bien sûr, la loi autorise le médecin, ou soit sa compagnie d'assurance, de dire ces demandes sont irrecevables. Voilà. Donc, la présence de la caisse primaire d'assurance maladie dans le procès indemnitaire, que ce soit civil, administratif ou pénal, la caisse a sa place. C'est une question d'ordre public. Permettez-moi de vous donner 2 exemples. Et quand le docteur Mercier m'a contacté, j'ai essayé de trouver 2 exemples plus ou moins pertinents à mon humble avis. Je ne vais pas vous parler des patients, je vous parle de 2 patients un peu spécifiques qui ont perdu la vie à la suite des erreurs médicales successives. Et le hasard, il a voulu que ces 2 victimes, tous les 2 soient médecins. Il y a un médecin généraliste dans le nord de la France. Il a eu un syndrome, il a de la fièvre, il rentre chez lui, il n'était pas bien, et donc il a eu un épisode de sel liquide nougléro-sanglante, rapidement régressif, accompagné d'une crise de tachycardie d'environ 90 minutes. C'est un médecin généraliste. Ça, c'était le 12 décembre. Le 15, il a procédé à quelques automédications, paracétamol. Le lundi, il reprend ses consultations pour ses patients. Le lundi soir, il était trop fatigué. Son épouse, elle a fait les urgences pour qu'il soit hospitalisé et admis au CH de Valenciennes. Le premier diagnostic, c'est un syndrome grippal. 1 heure plus tard, dans la journée, il a eu un arrêt cardio-respiratoire. Il a répondu favorablement à une réanimation immédiate.
Après intubation fut décrite comme difficile en raison d'une masse suspecte découverte au niveau glottique. À noter également un épisode de tachycardie ventriculaire réduite par un choc électrique externe, récidive des troubles et entraînera le décès de ce médecin à 18h20. Je vous donne ces indications pour la simple raison que je suis, malheureusement, l'avocat de ce médecin, de la famille du médecin. Il y a deux experts qui ont été désignés par la CCI. Je peux dire les noms des experts. C'est le professeur Vincent et le professeur Denis. Il y a un problème, ils ont retenu qu'il y a un problème de la prise en charge. Les experts soulignent qu'en dépit de l'hémoculture qui avait mis en évidence le germe en cause, l'antibiothérapie ne fut débutée que le 16 mai, en milieu de journée, alors qu'elle aurait pu l'être dès le 8 heures du matin, le jour même. Donc, les experts, ce qu'ils ont reproché ici, c'est un manque de réactivité manifeste. Et les deux experts soulignent, ils disent, sur le plan théorique, la prise en charge elle est correcte. Mais ce qui est malheureux, qu'elle n'a pas été adaptée à la situation clinique. Ça, c'est le premier cas. Donc, la CCI, elle a retenu une perte de chance à hauteur de 25%. Nous avons tenté la possibilité d'un règlement amiable. La CHAM, elle a posé un refus, même pour vous dire, elle a proposé, je cherche le terme pour ne pas être choquant, une proposition indécente à l'égard d'un médecin qui est assuré auprès de la CHAM depuis 27 ans. Ils ont proposé la somme de 5 000 €. L'affaire est pendante actuellement devant le tribunal administratif de Lille et on verra la suite. Là, on est dans un autre cas, c'est une médecin qui voulait faire une chirurgie esthétique. Elle a été prise en charge par ses collègues à l'hôpital privé de Saint-Denis. Malheureusement, la prise en charge a été catastrophique et cette prise en charge a été suivie par un décès, donc une procédure pénale. Une procédure pénale pour maladresse, imprudence, inattention, négligence et tout. Donc, l'accident a eu lieu en 2004. 3 médecins mis en cause. Les chirurgiens, 2 anesthésistes. La CCI elle a rendu un avis le 31 mai 2006 pour reconnaître la responsabilité absolue des 3 praticiens, bien sûr avec un partage de responsabilité, 60%, 40%, 25% et après. Une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris 2009 qui a accordé une provision à faire valoir sur le préjudice des ayants droit à hauteur de 300 000 €. Décision du Conseil de l'ordre des médecins. Section disciplinaire, suspension ferme de 6 mois. La compagnie d'assurance des médecins a fait appel de cette ordonnance qui a alloué la somme de 300 000 € à titre de provision. La Cour d'appel a confirmé, mais en réduisant le montant de cette provision. Arrêt de la Cour de cassation qui rejette le renvoi de la compagnie d'assurance. Jugement correctionnel. Et là, c'est la question de... C'est pour cela, je pense parfois qu'on sort du cadre médical. Parfois, il y a dans des dossiers où ce qu'on appelle le sort qui s'acharne contre la victime ou contre le médecin lui-même. Il n'a pas suffi que cette prise en charge totalement défaillante, je vais vous donner quelques éléments sur cette prise en charge. Les chirurgiens, ils étaient en train d'opérer. À signaler que comment s'appelle, monsieur l'expert, vous avez une idée, les appareils pour détecter le rythme cardiaque et tout, on a enlevé le signal sonore. Les alarmes. On a neutralisé les alarmes. Donc, c'est-à-dire que le chirurgien il était là dans son espace champ opératoire, il travaillait à l'aveuglette. Il y a 2 anesthésistes.
un de l'anesthésiste qui a pris en charge la patiente, c'est-à-dire sa consoeur, il a fait son anesthésie tranquillement, et après, bon, il est médical, c'est le moment des casse-croûtes. Il sort, dans le couloir, il chope un de ses collègues, anesthésiste. Il dit, attends, j'ai un petit creux, la cafette elle est juste en face, je prends un petit casse-croûte, je reviens. Tu peux aider de... Oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Sachant pertinemment que le chirurgien, l'anesthésiste qui a été chopé dans le couloir, lui-même, il a une opération en cours, qu'il doit surveiller, qu'il va rester à côté des chirurgiens. L'autre, il est parti à la cafette et s'est oublié. Bon, la discussion était bonne, il y a des collègues, il y a des filles. On a oublié quand même qu'il y a une personne dans le bloc opératoire. Malheureusement, c'est-à-dire le chirurgien, il a fini, il passe, il retourne sa patiente, et au moment de, je pense, de passer son bistouri, il a vu que la couleur a changé. Pourquoi ça change? Et là, on se rend compte, arrêt cardiaque, réanimation, malheureusement, la victime, elle ne fait plus partie de ce monde. La difficulté, ça s'aggrave après. C'est la rédaction des certificats médicaux. Certificats médico-légaux. Faux en écriture. 2 médecins qui ont rédigé le certificat. Un, il dit que c'est une mort naturelle. Et on a du mal à identifier le nom du médecin qui a rédigé. Et le second, il a dit oui, c'est un arrêt cardiaque. Non. Donc, dans cette affaire, je vous ai dit, une décision de la commission de conciliation, ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris, décision du Conseil de l'ordre, surtout les attendus du Conseil de l'ordre. Pour une fois, j'ai trouvé que vraiment, il a voulu muscler son discours et de rappeler aux obligations déontologiques. C'est rare quand même de voir de telles sanctions en la matière. Arrêt de la Cour d'appel, arrêt de la Cour de cassation, et après il intervient parce que les ayants droit n'ont pas trouvé aucun moyen de communiquer avec ces médecins. Chacun il rejette la responsabilité sur son collègue. Jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 27 septembre 2013. Les trois sont reconnus coupables d'homicide involontaire. Les sanctions entre 3 mois avec sursis avec des amendes de 3 000 €, et surtout pour le chirurgien, l'anesthésiste qui est parti prendre le sandwich, 1 an d'emprisonnement. Avec sursis. Ah oui, avec sursis. C'est un homicide involontaire, malheureusement. Donc, vous voyez, sur un cas, on a plusieurs types de responsabilités. On est entre le disciplinaire, devant le Conseil de l'ordre, on est devant le civil. Cette procédure, en ce qui concerne le volet indemnisation, elle continue devant la Cour d'appel de Paris. En ce qui concerne le jugement correctionnel, la Cour d'appel de Paris a relaxé les chirurgiens, a relaxé un des anesthésistes, mais elle a retenu le principe de la culpabilité de l'anesthésiste qui est parti casser la cour. L'affaire est à nouveau devant la Cour de cassation. Voilà. Donc, on a des dossiers, parfois on revient à la base, c'est la question de la prise en charge. On revient à la base, c'est l'information. Et quand on dit, on a parlé du médiateur, quand je rentre dans un hôpital, je veux voir mon médecin. Quand je suis anesthésié et au réveil, je veux voir mon médecin. Et je vous assure, c'est une règle salutaire pour le patient et pour le médecin. Si on essaie de déléguer cette phase d'accueil, ce qu'on appelle du retour à la vie, du retour à la joie et au bonheur, si on la délègue à autonomie, dès qu'il y a une difficulté, c'est le recours tout de suite à la plainte et aux réclamations. La plupart du temps, quand le médecin est présent au début, il est présent à la fin, il est présent après, c'est très rare qu'on arrive surtout au procès pénal. Je pense que c'est une technique pour éviter le procès pénal. Et je vous dis parfois un peu ce qu'on rencontre à travers la jurisprudence.
on est tout le temps devant les juridictions correctionnelles et le conseil du cabinet branché. On se retrouve souvent en matière correctionnelle à l'égard des médecins. Je vous assure, les juridictions correctionnelles, ils n'aiment pas voir les médecins à la barre. La place des médecins, ce n'est pas à la barre d'un tribunal correctionnel, c'est dans son cabinet ou à l'hôpital. Donc, voilà. La technique, c'est l'information. Merci maître de votre exposé.